Il y a toujours un génie incompris dans l'histoire. Ça a commencé, David. J'ai trouvé quelqu'un qui mobilisera tout votre potentiel. Vous ne devriez pas rester dans l'ombre. Peut-être voudrez-vous nous faire obstacle. Beaucoup de gens vont mourir. Alors, comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glace. Ouh là là, mais dis donc. Quelle élégance, viens. On m'appelle Mister Glass. Et donc Glace. Glace. Bah oui. Le troisième de la trilogie initiée donc par Incassable de M. Night Shyamalan et poursuivi ensuite par Split quand même. Troisième épisode, sobrement intitulé du surnom de Elijah Price. Eh oui, le bonhomme qui casse. C'est ça. Qui oui. tombe dans les escaliers. C'est ça, qui dégringolait. Et là, Voilà. il en a toujours des séquelles d'ailleurs dans celui-là. On s'en impose que la menace principale est en fauteuil roulant. C'est aussi vulnérable. Alors que théoriquement, c'est Charles Xavier qui devrait être en fauteuil roulant. Oui, ben non, il est passé de l'autre côté là, il Voilà. est très valide là, même trop valide. C'est une trilogie qu'on n'a pas vu venir tellement. Et en même temps, il y a cette logique un peu implacable, je trouve, à l'issue de ce troisième épisode où on se dit oui, c'était réellement écrit depuis le début comme ça. Bah d'ailleurs, c'était écrit Et depuis puis, le début. pour cause, Bah, voilà, c'est Kevin Wendell Crump devait même faire partie du scénario C'est ça. de Incassable. Incassable. Mais c'est d'ailleurs ça qui a permis de réutiliser des scènes non gardées d'Incassable Et pour c'est ça Glace. qui est très émouvant, c'est que finalement, on a l'impression vraiment d'un tout cohérent et d'un temps aussi qui s'est écoulé, c'est-à-dire qu'on est donc dans Glace, on est 19 ans, on est dans le temps réel, 19 ans après Incassable, et donc on retrouve les personnages notamment bien sûr de David Dunn, Bruce Willis et Elijah Price, donc Samuel Jackson. Et les trois se retrouvent à 19 ans plus tard. Elijah Price est déjà enfermé depuis plusieurs années dans un institut psychiatrique. Et finalement, donc, David Dunn va s'y retrouver après avoir tenté d'arrêter donc, Kevin, la horde. Ah, Voilà, tous se regroupent. de Split, donc, le grand méchant de Split aussi. Et donc, ils se retrouvent tous les trois dans cet hôpital, tenu par une sorte de psychiatre un peu particulière. La reine de La trèfle. reine des Parce qu'on voit bien le passage du temps, surtout Oui. avec les flashbacks qui sont véritablement Ah ouais, ouais. Il reprend bel et bien des scènes tournées 19 ans plus tôt. Complètement, Comme ouais. quoi la réalité rejoint la fiction. Ah, c'est ça. Et puis, disons-le quand même, Il s'agit du 13e film de M. Night Shyamalan. c'est amusant parce que Incassable c'est son 4e et il a fallu attendre 8 films pour qu'il fasse Split. Quand même, c'est pareil. Il profite encore d'une économie de moyens qui a fait ses grandes heures, je pense. Souvent des 8 kilos, Split c'était tout à fait Ouais. ça. Et là, quelque part, il s'agit aussi d'un 8 kilos et d'un 8 kilos très bien pensé vu que Ouais. c'est un asile. C'est un asile. L'asile d'Arkham. C'est un peu ça, il fait son Arkham. En même temps, on n'a jamais l'impression qu'il est à court d'idées. L'asile a un rôle très important dans les comics, Ah oui. les films de super-héros. Complètement, ouais. Ah oui, c'est un peu le grenier aux méchants. Ah, complètement. C'est- Ce troisième épisode, c'est la synthèse des deux premiers, moi je trouve, dans l'esprit. C'est vraiment... on est dans une mélancolie qui est celle de toute façon de David Dunn, qui a imprimé vraiment tout Incassable. Et on est à la fois dans une forme d'énergie, de frénésie, qui est celle de Split en fait. Et du coup, je trouve Ah que ben, je verrais même une équité. Chaque personnage principal a son épisode. David Dunn a Incassable, Kevin Wendell Crump a Split. Voilà. Eh bien, il en manquait quand même, Et quand et même, pas des moindres. voilà. C'est quand même un film autour de Mr. Glass, donc autour de Mr. Glass, alors que ce dernier met longtemps, très longtemps à longtemps. apparaître. Je trouve ça intéressant. Peut-être à la moitié du film en fait. La première moitié c'est une sorte de légume en fauteuil, sous sédatif dans cet hôpital, et donc il est plus en capacité de faire quoi que ce soit, il est amorphe. Et c'est vrai que c'est quand on comprend en fait ce qui trame en fait, ce qu'il manigance derrière ça, c'est très intéressant. Je trouve que là le film prend en plus vraiment tout son sens, le titre prend son sens. Et en plus, j'aime aussi beaucoup la manière avec laquelle il apparaît. Oui. Il apparaît très progressivement. Souviens-toi que d'abord, le premier plan où on le voit, c'est en son point de vue intégral. Oui, c'est vrai. Donc, quelque part, c'est comment nous le montrer, et le montrer même dans l'intimité la plus profonde, Ouais, oui, carrément oui. dans sa tête, Ah ouais. sans le montrer.
quelque part. Parce Ouais, qu'on non, ne c'est... le voit pas, Non. on devine, on voit l'infirmier qui essaye de le nourrir, C'est ça. etc. Et même après, on ne le voit pas en entier, on ne le voit, je crois, que par silhouette. C'est toujours on voit de dos. jusqu'à ce qu'on le voit, finisse par le voir quand même. Oui, voilà, et oui, le verre, hein, c'est un peu son élément, hein, on va pas se mentir. C'est grâce à un Les morceau de os, verre ouais. qu'il va... D'ailleurs, oui, c'est évadé, mais bon, ça sera plus tard. Mais ouais, c'est vrai que dès toute cette Quelque première part, partie, le verre, c'est déjà son arme. C'est déjà son Tu lui arme. mets du verre dans les mains, il devient dangereux. c'est à la fois ses os très friables qui renvoient au verre, et en même temps, voilà, c'est l'arme dont il va pouvoir... Ouais, tout à fait. Et puis bon, cet institut-là, moi je trouve qu'il en fait vraiment quelque chose d'intéressant. Ça devient quelque part le pôle nord-sud, enfin le pôle super-héroïque, la réunion ultime. Quelque part, ça devait finir là. Ça C'est devait comme si finir la là, ouais. trilogie était un grand film Oui. et que le Mr. Glass, et que Glass, c'était le climax de ce grand film. Ouais, complètement. Souvent, on voit ça en haut de tour, en haut de clocher. Bah là, C'est ça. non, là, c'est Ça sera dans un hôpital parking. psychiatrique. Ouais. Là c'est mêlé ensemble, c'est aussi tout aussi bien, je trouve. On voit Mr. Glass apparaître avec son beau costume. Bien sûr, toujours. Violet, hein, Oui, voilà. Jusqu'aux lettres MG écrites sur C'est vrai. On son... retrouvera à la sur fin sa lorsqu'il chevalière. revêtira de nouveau son costume de grand méchant, de génie du mal, hein, c'est un peu comme ça. Ah, très beau costume. Ouais. Costume d'ailleurs qui me fait beaucoup penser à celui de... Un autre méchant qui a aussi beaucoup de style. Ah, ouais. Grande redingote comme ça. Ce cher Tetch. Ah Jarvis. oui, Jarvis, ouais. Grand méchant batmanien dont on n'a oui. pas parlé depuis si longtemps. Si longtemps, tant que ça. Oui, oui, trop longtemps même. Bon, d'accord. Eh oui, Toujours avec là. son élégance, cette belle tenue. Oui, oui. Ah, Ouais, les redingotes, c'est l'apanage des grands personnages de comics. c'est vrai. Ah oui, mais bon, il est quand même différent, hein, ce Mr. Glass. Hein. Oui, Et- oui, oui. Il a son identité propre Oui, mais quand même. c'était pour faire ma référence à Jarvis et je suis content d'avoir pu la placer. Ah, toujours, quelque Il part. ne me reste plus qu'à maintenant faire référence aux jeux vidéo d'Alice. Ah non, je crois qu'on Voyons peut voir s'abstenir. comment je vais pouvoir faire. Voyons. Ah bah dis donc. Voyons voir comment faire. Ah, j'ai trouvé. Ah, Il est bien question d'un hôpital psychiatrique. dans ah ce ça film. oui, oui, oui. Et dans le jeu vidéo, n'y a-t-il pas un C'est niveau vrai. autour Oui. d'un hôpital psychiatrique? Si. Ouais, ouais. Donc, oui. Toujours j'y arriverai. Ouais, tu y arriveras. Tu ne m'échapperas jamais. Ouais, oui, je ne perds pas espoir. Hein. Ouais. Mais comme les héros d'ailleurs, qui ne perdent pas espoir, qui ne perdent pas la foi en eux. Hein. C'est... Oui. Alors, même si là, leur foi Même si elle est va mise être un peu ouais, éprouvée, à l'épreuve, oui, un tout peu à fait. ébranlée par Ah, la fameuse Reine de Trèfle. reine de trèfle, mais oui, eh oui. La psy, hein, disons-le, hein, quand même. Hein. Non, la Reine de Trèfle. Oui, bon, là aussi. Docteur Ellie Staple dans le film, voilà, attention. Voilà, Non, Reine de Trèfle. Oui, reine de trèfle toujours, bon. Et oui, parce qu'elle a un programme particulier. Hein. Le psychanalyse, il va remettre en question leurs convictions. Du coup aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces personnages essayer de garder foi en eux. Mr. Glass, serait-il Mr. Glass? Peut-être. Split, ça s'appuie là-dessus. Aussi, déjà. Une conviction personnelle puisse même transformer le métabolisme, C'est transformer le complètement. physique. Bien là, quelque part, c'est comment reprendre le raisonnement à l'envers, Oui. de retourner dans une sublime scène en plus Ah oui, dans la dans- chambre rose, on va dire, ouais. toute rose. Ouais. Ah oui, je confirme, c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Mais oui, non. Il y a des couleurs en tout cas. Et notamment, quand même, le violet et le jaune de Mr. Glass et Kevin. Ouais. Ah oui, oui. Les trois personnages, finalement, vont être remis en cause une ultime fois dans leur retranchement, dans leur foi. Et voilà, on va la psy notamment, hein, qui mène une sorte de thérapie de groupe comme ça, de psychanalyse sur Reine eux. de trèfle. De nouveau. Et elle leur dit, mais est-ce que vous auriez pas tout simplement fantasmé vos pouvoirs à partir de, effectivement, ce que vous avez pu vivre, de traumatismes, tout ça. Voilà, en disant le fusil qui a touché la bête sans la blesser, bah, il était rouillé, il avait les cartouches vieilles. Voilà. Et puis pour David Dunn, effectivement, est-ce que ça pourrait pas venir dans l'accident, une partie du cerveau endommagée, et puis bon bref, tout un tas de choses. Donc dans la pièce rose. Hein. Rose. Alors, ben moi j'ai l'impression... Rose. Et cette scène-là, je trouve, cimente chez ces personnages, donc le doute, la possibilité qu'ils aient tout fantasmé. On revient notamment sur des flashbacks, David Dunn qui se rappelle dans la piscine, et c'était d'ailleurs intéressant parce que dans la Cassab, il évoquait cette anecdote comme quelque chose qui allait cimenter sa peur de l'eau, sa phobie de l'eau. Et là, il s'en rappelle. C'est comme si elle allait rechercher, puiser chez eux
voilà, des souvenirs. Ah bah des puiser dans l'eau, oui. Ah oui, de toute façon. Je me demande à quel point l'eau l'affecte. Il peut plus boire à ce moment-là. C'est Ah. une simple flaque suffit à le désarmer. Oui, c'est un peu plus que ça, mais bon. Et ouais. l'hygiène, ça doit pas être très simple aussi pour lui. Ah, s'il doit se laver que l'eau, non, bah, c'est pas à ce point-là, mais c'est en tout cas la noyade. Il est très, je pense, soumis à. Voilà, il peut plus facilement avoir les poumons remplis d'eau, quoi, quelque part. Donc, ouais, non, c'est pas évident, mais. Il a mal choisi ses kryptonites, parce que pour Superman, on n'en trouve pas beaucoup sur Terre. C'est vrai. Mais de les voir eux se remettre en question, il y a quelque chose d'assez beau quand même. Notamment dans la scène où donc David Dunn doit enfin, pour sortir de sa cellule quelque part, il doit enfin Enfoncer une porte en c'est ça. acier, blindée. Voilà, il n'y arrive pas immédiatement, il y met du temps, comme si sa foi aussi avec progressait, comme Ah, s'il retrouvait foi progressivement. Il lui fallait du temps pour revenir, Voilà, quoi. c'est ça, Il avait été trop enfoui. Ouais. Donc c'est très très beau. Hein. Mais si on poursuivait dans l'aile à côté, hein, n'est-ce pas? Continuons la visite de cet hôpital psychiatrique. Qui sait si nous croiserons quelques petits fous de ci, de là. C'est vrai, allons-y. Quelque chose me dit qu'on est dans la cellule de Monsieur Mr. Glass. Hein. Appelle-moi Mister Pain de Place. Évidemment, Glass est un film où l'espace compte. Ah, complètement. On est dans un huis clos, Ah, bah oui, complètement. dans une cellule bien capitonnée. Bien violette, surtout aux couleurs de Mr. Glass, justement. Chaque personnage a sa couleur, et d'ailleurs quand on la voit apparaître, cette couleur à l'écran, on sait qu'on va se mettre à parler de lui. Il y a vraiment une analyse de la couleur, hein, dans le reste de sa filmographie aussi d'ailleurs, hein, les jaunes contre les rouges dans le village. C'est vrai, tout à fait. Mais je crois qu'avec Glass, il a presque accentué ça. Il y a comme si c'était le final et en même temps l'origin story, c'est bien ça, mais c'est comme si finalement dans Cassable les couleurs étaient plus ténues, j'ai l'impression, étaient plus fondues dans une sorte d'environnement réaliste. Et là, on peut enfin déployer le côté très comics de cet univers-là. Et du coup, Mr. Glass, qui a ce manteau violet. Alors c'est pas le violet du Joker, a dit Shyamalan Non, dans c'est une de vrai. ses interviews. Il donne une autre symbolique au violet, un peu la noblesse. Et d'ailleurs, même la mère d'Elisha Price est aussi habillée en violet. C'est vrai. C'est un peu comme Pourquoi si c'était une continuité de son corps. Donc un code couleur vraiment qui identifie parfaitement les personnages. Et je trouve que le personnage de la mère est aussi intéressant parce que finalement, elle aussi, elle est quelque part comme son fils. Elle a aussi une psychologie un peu similaire dans l'approche, alors peut-être pas aussi extrême que son fils, mais disons qu'elle va presque cautionner ce qu'il a fait parce qu'il devait trouver sa place en fait dans ce monde. Mais quelque part, elle dit simplement, il devait se trouver. Une ironie autour de ça, Ouais. qui est d'ailleurs assez touchant, qui retrouve le rôle mère-fils à la fin. Oui. Il redevient son fils, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas eu d'interaction fils-mère, Et voilà. et redevient son fils, et Le fils qui lui dit qu'enfin je n'étais pas une anomalie. C'est ça, Et, ouais, c'est ça. Et elle de lui répondre tu as été sublime. Voilà. La mère qui le console. Phénoménal, je sais plus, mais enfin oui, c'est ça. Et oui, et il n'a pas été l'erreur de la nature qu'il pouvait croire. Et Voilà, il était c'est- bien plus que ça. Et puis bon, c'est vrai, et en plus, L'acteur lui aussi est bien plus que ça. L'acteur aussi. Incroyable. La façon qu'il a de très légèrement bouger la paupière, tu sais, quand il est censé être lobotomisé ou sédatif. Puis quand il révèle vraiment son état, et puis son plan, c'est vrai que d'un coup ça devient. Et oui, et donc son plan est de prendre un peu sous son aile, quelque part, Kevin. Ah, celui aux couleurs orange, jaune. Celui est aux 24 couleurs différentes. Hein. Je crois qu'on est bon là, les bandes. On doit en avoir 24 de types différents. Voilà. 2, 3, 4, que ça 5, te- 6, 7. Bon, on va dire que oui. Il doit y avoir. D'ailleurs, au générique, il y a seulement 20 noms. Hein. Il y a 20 noms. On en a oublié 4. D'ailleurs, c'est original, hein, tous les noms qui s'accumulent et James McAvoy de l'autre côté. C'est ça. Mais c'est incroyable, quelle performance. Enfin, Et aussi pour le doublage. on n'en parle pas assez, mais le doubleur, Ah oui. il est aussi de... Ah oui, il est excellent le doubleur. Hein. On a tendance à l'oublier, mais il est lui aussi phénoménal parce qu'il ne dénature en rien le jeu de James McAvoy. pour avoir vu le film du point VOVF, c'est vrai que c'est d'une fidélité quand même en termes d'intention, d'intensité. Enfin, C'est très beau comme discours, Ouais. c'est le côté purificateur. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage, il y a même une scène coupée de la bande-annonce, je sais pas si tu Oui. t'en es rendu compte. Ouais. Par rapport à la bande-annonce, il y a une scène qu'on n'a pas retrouvée, c'est quand, C'est vrai. quand la bête serre contre son torse, Oui, peut-être tout à fait. soit une de ses victimes, Ou les soit un de ses patients, admirateurs. peut-être de l'hôpital Un aussi. de ses Ouais. fanatiques admirateurs. tout à fait, ouais. Et dès la bande-annonce, il s'imposait quelque chose. Il y a vraiment, ce statut de
de divinité. Ah, complètement. Et surtout quand Mr. Glass lui dit tu es venu, tu es un ange venu. Vengeur, un ange vengeur, ouais. venu sauver les brisés. Ouais, il y a complètement. toujours cette idée de briser quelque chose. Et qu'est-ce qui est plus fragile de nos jours? Enfin, qu'est-ce qui est la connotation de la fragilité? Le verre. Tac. Cette façon que ces personnalités ont de se bousculer à chaque fois, et dans des plans séquences, c'est toujours très bien quand il est dans sa cellule et que notamment cette lumière qui flash constamment, ces personnalités se bousculent. Il y a des moments comme ça très bien faits, mais heureusement qu'il peut quand même compter un peu sur Casey, donc il y a Taylor-Joy qui revient. Habillé en jaune orangé. À nouveau, quand tu vois du jaune orangé, tu sais que ça fait référence à Kevin Wendell Grump. Quand la bête se révèle pour la première fois à l'image, c'est dans un tunnel. Un peu orange-jaune, hein. Shyamalan expliquait dans une interview son choix au niveau des couleurs. Le vert symbolisant la nature, la pureté, le jaune orangé pour Kevin Wendell Grump. Dans sa culture, ça fait beaucoup référence à tout ce qui est religion. Patricia. Qui est même surnommée par Mr. Glass la grande prêtresse. Ouais. Et puis ce qui est très beau, voilà, c'est cette relation avec Casey quand même, hein, que la seule survivante de Split. Hein. Il y a une sorte de syndrome de Stockholm, hein, on va pas se mentir. Pas tant qu'à fait, parce qu'elle reconnaît en Kevin Wendell Grump presque une âme sœur, quelqu'un qui aurait souffert autant qu'elle. Ouais, c'est bon. Et puis il y a un peu le même côté que La Belle et la Bête. Surtout qu'on a bel et bien à faire une bête. C'est ça. On a souvent accusé La Belle et la Bête d'être du syndrome de Stockholm, à tort, je trouve. Ouais. Alors même si je regrette un peu de ne pas l'avoir vu un peu plus, oui, ça aurait pu. m'a manqué, mais fondamentalement, elle tient bien son rôle. Il va y avoir ce contact physique, elle provoque ça. Quand elle le touche, elle le ramène à lui. C'est son super pouvoir, c'est l'amour par le toucher, quoi, quelque part. Super pouvoir dont elle se servira indirectement pour causer la fin de ce pauvre Kevin. C'est ça. Le sauver ou précipiter sa perte peut-être, mais c'est ça qui est très beau chez ce couple de personnages. Ou faire les deux en même temps, le sauver en précipitant sa perte. Jusqu'à voir au loin la lumière. Jusqu'à voir peut-être aussi David Dunn, le vert. David Dunn. Non, mais c'est le superviseur derrière son Le superviseur, ouais, absolument. On garde l'idée de super. Donc son fils. Également amené par couleur verte. Ouais. Par exemple, le moment, le camion, il y a une séquence qui commence avec le camion de son fils. Ouais. Au début, on ne sait pas que c'est celui de son fils. Ouais. On le devine parce que les lettres dessus sont en vert. Oui. Ils tiennent justement un magasin de caméras de sécurité. Tout à fait. Un commerce de surveillance et surtout de vidéosurveillance. C'est ça, ouais. Et c'est pas anodin parce que La caméra, l'enregistrement de sécurité aura un grand rôle dans le film. la première fois on voit David Dunn, il est au rayon caméra. Sachant que même cette analyse du concept de super-héros passe aussi beaucoup par un espèce voyeur visuel, voilà le côté... Les cases de comics, les vignettes de comics pourraient être ces écrans de surveillance c'est-à-dire que c'est dans ces écrans-là qu'ils vont se révéler et donc ils vont pouvoir accomplir aussi quelque chose. Et c'est notamment... L'écran de surveillance, ce sont les traces. Limite, le film semble dire que les comics sont un peu un témoignage de personnes qui auraient réellement existé. Le témoignage de l'existence des super-héros. Il y a vraiment ce côté un peu bête de foire. Avec des regards caméra qui sont des fois assez troublants, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils nous rescrutent, nous, spectateurs. D'ailleurs, de quelle couleur est ce magasin, Le fond, les étagères, les panneaux. Oh, vert peut-être. Bravo. Oh là là. T'aurais pas un super pouvoir toi aussi sur les Si, bords peut-être. Il faudrait que je creuse, voilà. Mais je doute aussi, comme les personnages. Et puis, on n'en avait pas suffisamment parlé, mais la dualité violette-verte se ressent même à un moment où le fils de David Dunn se retrouve dans la boutique de comics et le rayon des super-héros est éclairé avec des néons de couleur verte, tandis que le rayon des super méchants est éclairé avec des néons de couleur violette. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, on découvre David Dunn En présence d'un client qui n'est joué par nul autre que Night Shyamalan. Ça, c'est astucieux d'ailleurs, hein, comment il arrive à rattacher les wagons avec ses autres caméos. Dans les deux films précédents. Ce qui m'a plu aussi dans cette relation père-fils, c'est que c'est en même temps filé tout le long du film par aussi des flashbacks. Justement, je crois que les reprises de l'Incassable sont... Quasiment, mis à part une scène de Mr. Glass dans un manège, hein, mais voilà, ça c'est... Mais c'est vrai que c'est quasiment dans le salé concert. Et du coup, ça scelle vraiment... On se rappelle à quel point le fils, dès le début, nourrissait une sorte de croyance comme ça en son père, en ce qu'il était capable de faire. Un peu comme Elijah Price, il a contribué à la naissance du superviseur. Complètement. C'est vraiment très très beau. Hein. C'est un film éblouissant. Éblouissant. Ah ouais, là, c'est vraiment éblouissant, hein, c'est le cas de le dire. Ouf. Appelle-moi Mr. Looking Glass. Mais
grands méchants, ils ont souvent un truc Oui, sur l'œil. c'est vrai. Ils aiment bien, ouais. D'ailleurs, on se demande comment ils font. Mais surtout, place au climax de glace. Eh ben oui, le climax. Les arcs, voilà, sont terminés. Tous les arcs, enfin, convergent. Et Cette terrasse devant l'hôpital psychiatrique. Ouais, c'est ça. On est un peu dans ce C'est un peu périmètre. comme l'accomplissement. Et moi je trouve que là vraiment l'intensité culmine. C'est très géométrique en plus, la disposition de chacun des protagonistes importants. Comme autour d'une table ronde, quoi. Ils sont disposés à égale distance les uns des autres. Comme si ça allait être une confrontation à la le bon, la brute et le truand. Ce qui est très fort, c'est que finalement on nous promet une sorte de grande confrontation finale qui a lieu en soi, mais qui n'a pas lieu comme on pourrait l'attendre. Puis finalement, on n'a pas le droit à une confrontation épique comme il nous est vendu. C'est encore mieux que ça, mais c'est quand même, déjà c'était présent dans la bande-annonce, mais la bête, comment elle bondit, comment elle... Ouais, c'est quand même assez spectaculaire, mais ça reste intimiste. Je pense que ça peut être frustrant pour certains spectateurs, moi ça l'a pas du tout été. Et puis il y a le côté que ce soit presque le jardin, le devant de l'hôpital. J'ai mis du temps avant de me rendre compte que ce serait ça le climax. Oui, déjà moi aussi, parce qu'il arrive vite, aussi parce qu'il est très étendu, très dilué dans la structure du film. Et moi je trouve en plus qu'il y a une manière aussi à travers ce climax là, mais c'est amené plutôt dans le film quand même, c'est de réinventer des codes du comics, c'est complètement ça, parce qu'on nous promet donc un grand combat en haut d'une tour. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait cette tour, l'accomplissement avec la tour. D'ailleurs, il en joue un peu chez Shyamalan, parce que la bête, à un moment, elle veut s'enfuir et elle veut finalement régler ses comptes au sommet de cette tour. Donc même elle a été trahie par les promesses du réalisateur. Finalement, pas du tout. On est dans cette cour devant l'hôpital et c'est encore une manière avec l'économie de moyens dont il dispose, de faire dans des endroits assez en vase clos comme ça, enfermés, même quand même assez ouverts certes, mais où tu as l'impression que ça se joue sur un périmètre de 50 mètres, 100 mètres maximum, enfin c'est très peu. Oh là, je dirais qu'il y en a... Dans tes calculs, tu dirais combien? 100 mètres carrés? C'est à peu près ça, oui. Mais on est dans le vrai là. Mais et puis voilà, donc on a droit à quelque chose avec des twists, parce que là c'est dans la logique de Shyamalan aussi qui aime beaucoup ça. Et la logique des comics, d'une certaine façon. Dans la logique de comics, de révélation des identités, des plans, tout ça. Alors comme ça, tu étais mon père. Alors non, là c'est pas ça, mais... Disons qu'il y a le père de Kevin qui est en cause dans un des twists. Ah, mais c'est toujours le père. Quand est-ce qu'on comprendra que c'est toujours le père? C'est toujours lié au père. Et je trouve que du coup... D'ailleurs, c'est exactement ce que dit le fils de David Dunn, Joseph, je crois. Oui, Joseph. Ah oui, non, c'est vraiment bien vu. Comment comprendre un méchant? En sachant qui est son père. À travers ses parents, et surtout le père, effectivement. Ouais. Et il découvre ça en lisant un comics, un comics du Whisperman. Oui. Et sais-tu qui est le Whisperman? Alors le Whisperman, non, là comme ça je ne sais pas. Eh ben, tu as un peu raison parce que c'est personne. Ah oui, il a été inventé typiquement et rien que pour ce film. Ah ouais, c'est quand même... Dessiné par Alex Ross. Alex Ross, oui, qui avait d'ailleurs designé une affiche du film, tout en éclat de verre, les visages un peu vert, oui. Donc, Ah oui, c'est vrai que David Dunn, il est vert et Mr. Glass, c'est vert aussi. Oui, quelque part, pas le même vert, mais c'est un peu de choses près. Et puis surtout, disons-le, là le film se permet quelque chose de totalement, une audace folle, je trouve. L'audace terminale, j'ai envie de dire, c'est de faire mourir quand même son trio de personnages. C'est quand même pas rien. Oui, ils y passent tous les uns après les autres. C'est là-dessus que j'ai pu voir certains reproches faits. Mais je trouve que c'est encore une fois comment aller jusqu'au bout de son principe. On se doutait qu'il y en aurait au moins un qui décéderait, mais là tous. Il y a une façon en plus de mettre ça en scène. Chacun effectivement de son côté, mais non sans avoir droit à son heure de gloire finale, on va dire quelque part. Je dirais plutôt son absolution. La part. Ah oui aussi. Et oui, de la fameuse toujours. Reine de trèfle. Eh oui. La reine de trèfle. Oui. Et j'aimerais d'ailleurs parler un peu de ce personnage parce que je le trouve très beau, très intéressant. C'est pas manichéen. On reconnaît la structure commune à l'univers des comics, une organisation secrète composée de moldus, on va dire, ceux qui n'ont pas de super pouvoir et qui veulent protéger l'humain au cas où un super-héros sortirait de la route. Cadmus, par exemple, pour DC Comics, avec Amanda Waller. Et bien là, il ne s'agit pas d'Amanda Waller, mais de la fameuse reine de trèfle. Alors, fameux
symbole. Ouais, oui. Elle a même pitié d'eux. Et surtout, elle n'est pas obligée de leur révéler à la fin la vérité. Et à chacun, elle demande « Prenez ma main » pour qu'il ait ces fameuses visions. Une illustration vaut mieux qu'un long discours. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus fort qu'effectivement, c'est muet, cette séquence-là. Ouais. Il suffit juste qu'elle lui tende la main. David Dunn n'a même pas à répondre. Ah oui, c'est tout. Tout est naturel. C'est vraiment cruel ce qui arrive à David Dunn, mais en même temps, ça va dans la tragédie qui a toujours ponctué son existence. Le fait qu'elle dise, par exemple, à David Dunn qu'elle espérait, elle voulait vraiment le sauver, qu'elle était même contente d'être sur le point de le convaincre qu'il n'était pas un super-héros. Ouais. Mais c'est d'autant plus ce personnage, ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, elle leur fait croire qu'elle n'y croit pas, alors qu'elle y croit depuis le début, en fait. C'est ça. Elle va même absoudre, d'une certaine manière, Mr. Glass de ses tourments. Elle l'allège de son poids, elle l'allège de sa souffrance. Elle lui dit « Partez en paix, sachez au moins que vous aviez raison depuis le début. » Et la réplique qu'il sort à la fin à sa mère est bouleversante, je trouve. Ouais, et oui, même Mr. Glass. Mais c'est ça qui est très beau dans ce climax, c'est que tous ont droit à ce moment avec leurs proches, où finalement, ils vont se retrouver. Et puis c'est comme Kevin avec Casey, c'est une très belle scène. Et je trouve que la manière dont lui agonise quelque part Kevin, avec toutes ces personnalités qui se bousculent d'un coup, où elles veulent toutes prendre la lumière avant de s'éteindre, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Et elle qui est à son chevet et qui comprend toute sa douleur, je trouve qu'il y a une empathie folle. C'est le côté tragique de ces personnages qui s'éteignent après une origin story, parce que ça nous est vendu comme ça. C'est une origin story. Oui, et puis chacun a son développement, chacun a droit à son arc. C'est ça que j'ai trouvé génial. Même le Hedwig, enfin tous, c'est le narrateur aussi d'ailleurs. À un moment, il y a même un narrateur. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les comics. La voix off du film, c'est intéressant. Mais il y a un humour aussi qui est toujours présent. Hedwig notamment, qui est un peu la personnalité aussi très espiègle de Kevin. La Horde, qui du coup aussi amène cette touche d'humour. C'est un enfant de 9 ans et puis il est conscient qu'il devra rester un enfant de 9 ans tout le temps. Qui est même décrit comme un super pouvoir par Mr. Glass. C'est ça, et je trouve qu'il y a une beauté, un humour, et puis surtout, et puis bien sûr il y a toujours ce côté quand même de l'ordre de l'horrifique aussi, de cet hôpital où tout est cloisonné, où cette bête qui est retenue par des flashs permanents dans sa cellule. Ça, c'est une grande idée aussi de Shyamalan. C'est toujours une question de lumière. C'est ça. La lumière empêche de la prendre. Eh oui, c'est ça. Et voilà, l'accomplissement d'un voyage long d'au moins 15 ans. Ah ouais, quand même. Donc non, une conclusion pas évidente, je pense qu'il divise, on le voit, mais pour moi qui est absolument parfaitement accomplie. Et voilà, donc on a une trilogie de super-héros qui dépasse bien au-dessus, qui dépasse de loin, j'ai envie de dire, toutes les marvelleries. Un voyage que l'on revit un peu à l'accéléré, comme une conclusion, encore une fois, le générique de fin. On revoit les images des trois dans le bon ordre, en plus d'abord Incassable, ensuite Split. Oui, même dans le générique, c'est vrai. Ça fait vraiment un résumé, un succinct bilan de tout ce qu'ont traversé nos personnages. Et on termine quand même dans cette gare, donc la gare qui est presque un endroit clé d'ailleurs. Ça a commencé. Nous aurions dû filmer dans une gare. Dans une gare. N'y a-t-il pas un train dans les horizons? Non plus. Bon, c'est pas grave. L'attention est là. La symbolique de la gare est à nouveau de l'image, parce que c'est par l'image, c'est par le témoignage que ces personnages vont rester. Voilà, donc le destin de 3 hommes de verre cassés. C'est une grande histoire de porcelaine.